Bonsoir et bienvenue dans The Deep Dive. Bonsoir. Aujourd'hui, on plonge dans des sources qui nous dépeignent un tableau assez explosif des États-Unis en ce début de novembre 2025. Oui, on parle de tensions politiques vraiment extrêmes, d'un gouvernement à l'arrêt et de décisions diplomatiques, disons, radicales. C'est ça, il y a beaucoup à décortiquer. Et notre mission, comme toujours, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair, de manière factuelle. Tout à fait. Et cette analyse vous est présentée par ProWave AI et elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour vous donner une vision claire de l'actualité. Parfait. Alors, commençons par ce qui semble être le cœur du réacteur sur le sol américain, cette controverse autour du mouvement Antifa. Oui, l'administration Trump a pris une décision très forte en voulant le désigner comme une organisation terroriste intérieure. Et juste pour être clair, avant d'aller plus loin, Antifa, ce n'est pas un groupe unique avec un chef, une structure, c'est bien ça. Exactement. Et c'est là que réside toute la complexité. Les sources le décrivent comme un mouvement décentralisé, sans hiérarchie, sans leader officiel. Ce qui explique pourquoi cette désignation crée une telle polarisation. C'est exactement ça. D'un côté, vous avez la position du gouvernement qui le voit comme une menace violente, organisée, au point qu'un projet de loi, le Stop Antifa Act, est maintenant au Sénat pour graver ça dans le marbre. Et de l'autre côté, quelle est la vision opposée? De l'autre, on a des voix radicalement différentes. Par exemple, un éditorial du Anchorage Daily News qui défend l'idée qu'Antifa, en fait, c'est juste l'étiquette moderne d'une position antifasciste historique. Et donc légitime, selon eux. Voilà, c'est vraiment le choc de deux visions du monde. Et j'imagine que cette tension au sommet, au niveau fédéral, elle déborde sur le terrain. Les sources parlent beaucoup des campus universitaires. Ah oui, complètement. Les campus semblent être devenus des champs de bataille. Le cas le plus marquant, c'est Berkeley. Racontez-nous. Lors d'un événement du groupe conservateur Turning Point USA, des affrontements très violents ont éclaté. On parle d'altercations physiques, de bombes fumigènes. Ah oui, quand même. Les manifestants ont été identifiés comme appartenant à la mouvance Antifa. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la réaction qui est suivie. C'est-à-dire? Le département de la justice, mené par Pam Bondi et Harmeet Dillon, a immédiatement lancé une enquête fédérale. Et l'enquête ne vise pas seulement les manifestants. Ah bon? Non, elle vise aussi les possibles défaillances de la sécurité du campus. En gros, le message est clair, l'administration va tenir les universités pour responsables. Je vois. C'est une mise sous pression. Tout à fait. Et on voit la même chose en Arizona où des groupes étudiants républicains lancent des campagnes pour identifier et dénoncer les membres présumés d'Antifa. C'est une ambiance de quasi-guerre civile en fait. Et ça ne se limite pas aux universités. J'ai lu dans les notes que Portland était aussi concerné. Oui, à Portland, ville connue pour ses manifestations, de nouvelles réglementations fédérales interdisent maintenant les manifestations masquées près des propriétés fédérales. C'est une mesure qui vise très directement leur tactique. Exactement. Ça vise la tactique du Black Bloc, souvent utilisée pour garantir l'anonymat. Et ce qui est fou, c'est de voir que ça dépasse même les frontières. Les sources font un lien avec l'Allemagne. Oui, et c'est une connexion assez glaçante. Une cellule Antifa à Hambourg a revendiqué un incendie criminel contre le véhicule d'un politicien de l'AfD, le parti d'extrême droite. Et le lien avec les États-Unis? Dans leur communiqué, ils ont fait une référence explicite à l'assassinat récent de Charlie Kirk, l'activiste conservateur américain. Ah oui. Ça montre bien comment ces idéologies circulent et se répondent par-delà les frontières. Donc d'un côté, on a cette administration très offensive sur les questions de sécurité intérieure. Très offensive, oui. Mais de l'autre, et c'est toute l'ironie de la situation, le reste du gouvernement est à l'arrêt complet. C'est le grand paradoxe. Le pays vit une paralysie budgétaire, un shutdown depuis plus de 30 jours. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des services publics non essentiels sont fermés. L'impasse est totale entre démocrates et républicains sur des questions de crédit d'impôt pour la santé. Personne ne veut céder. Et au milieu de ce blocage, l'image qui ressort, c'est celle du président qui organise une fête d'Halloween à la Maison-Blanche. Voilà, comme si de rien n'était. Le contraste est saisissant. Et cette posture de fermeté, on la retrouve aussi en politique étrangère, j'ai l'impression. Les sources qu'on a analysées montrent une série de décisions très unilatérales. C'est le moins qu'on puisse dire. Prenez le déploiement du porte-avions USS Gerald R. Ford dans les Caraïbes. Officiellement, c'est pour des opérations antidrogue. Officiellement. Mais enfin, soyons sérieux. Déployer un des plus grands navires de guerre du monde pour ça, c'est un message de force. Envoyé au Venezuela, principalement. Évidemment.
Et ce n'est qu'un exemple. On a aussi des projets de base militaire près de Gaza, une mission secrète planifiée au Mexique contre les cartels. Mais il y a 2 décisions qui marquent une vraie rupture. Le climat et le nucléaire. Exactement. D'abord, le retrait total des États-Unis du sommet sur le climat COP30. C'est la fin de 30 ans de participation américaine. Et ensuite, ce qui est peut-être encore plus inquiétant... L'annonce de la reprise des essais nucléaires. Attendez. Des essais nucléaires officiels? Les sources disent que c'est la première fois en plus de 30 ans. En plus de 30 ans, oui. L'onde de choc est mondiale. C'est un signal extrêmement fort, une rupture avec des décennies de politique de non-prolifération. Ça redéfinit toutes les règles du jeu. D'accord. Et comment tout ça, cette politique étrangère agressive et cette paralysie intérieure, comment ça se traduit sur le plan économique pour les Américains? Économiquement, tout tourne autour des tarifs douaniers. La Cour suprême est en train d'examiner si le président a le droit d'utiliser ses pouvoirs d'urgence pour les imposer. Mais le plus fascinant, c'est ce qu'il promet de faire avec cet argent. Le fameux dividende de $2000. Voilà, verser cet argent à la plupart des Américains. C'est une façon de lier directement sa politique protectionniste à un gain tangible pour les électeurs. Une sorte de redistribution directe. Et en parallèle, il continue sa bataille contre l'Obamacare. Oui, il a de nouveau appelé le Sénat à l'abroger pour, là encore, transférer les fonds directement aux citoyens. Le fil rouge, c'est de contourner les systèmes pour créer un lien direct, financier, entre l'exécutif et la population. Sur l'immigration aussi, les sources montrent une image très contrastée, presque schizophrénique. C'est exactement ça. D'un côté, l'administration se vante d'un succès historique. 6 mois sans libération de migrants sur le territoire, une chute de 79% des arrestations. Un message de contrôle total. Et de l'autre côté? De l'autre, on a des événements qui choquent, comme ce raid de l'ICE à Chicago. Les sources parlent d'allégations d'usage excessif de la force. Oui, avec cette image terrible d'un très jeune enfant qui aurait été touché par du gaz poivré. C'est ça. C'est l'illustration d'une politique de main de fer avec ses conséquences humaines, quoi. Et toute cette politique, cette rhétorique, est-ce que ça fonctionne électoralement? Eh bien, les signaux récents suggèrent que pas forcément. Le Parti républicain vient de subir des défaites assez nettes lors d'élections locales. À New York, dans le New Jersey, en Virginie? Oui, dans des États clés. L'analyse qui ressort, c'est que si le discours sur la sécurité mobilise une partie de l'électorat, une autre partie, elle est bien plus préoccupée par l'inflation et le coût de la vie. Et l'élection d'un socialiste démocrate, Zoran Mamdani, à la mairie de New York, c'est un symptôme de ça? C'est un symptôme très puissant. Ça montre que dans les grandes villes, les préoccupations économiques et sociales peuvent complètement l'emporter sur le discours sécuritaire. C'est un vrai avertissement pour 2026. Élargissons un peu la perspective. Comment le reste du monde perçoit tout ça? Les réactions sont très variées. En Europe, on sent une double inquiétude, face à la violence politique, comme en Allemagne, et face à l'unilatéralisme américain. Mais l'Europe n'est pas unie. Loin de là. La Hongrie, par exemple, a réussi à obtenir une exemption des sanctions américaines sur le pétrole russe. Ça montre les fissures dans le front occidental. Et du côté de la Russie et de la Chine? Alors l'Ukraine, bien sûr, continue de demander des armes à plus longue portée. Mais une note d'analyste très intéressante suggère que des négociations pourraient avoir lieu entre Washington et Moscou. Pour se mettre d'accord sur des sphères d'influence. Exactement. Un retour à une sorte de nouvelle guerre froide, mais négociée. La Chine, elle, joue une carte très pragmatique. C'est-à-dire? Elle coopère sur des dossiers précis comme la lutte contre le fentanyl, mais en même temps, elle critique ouvertement les démonstrations de force américaines dans les Caraïbes. D'accord, le tableau est incroyablement complexe. Si on devait résumer pour celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les points à surveiller absolument dans les semaines à venir? Je dirais qu'il y en a 4. Premièrement, la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers. C'est fondamental pour l'équilibre des pouvoirs. D'accord. Deuxièmement, le vote au Sénat sur la loi Stop Antifa Act. Son adoption ou son rejet en dira long sur la direction que prend le pays en matière de liberté civile. Et les 2 autres points? Troisièmement, il faut guetter le moindre signe de ces fameuses négociations entre Washington et Moscou sur les sphères d'influence. Ça pourrait redessiner la carte du monde. L'ont montré que c'est le nerf de la guerre. Pour suivre tous ces sujets qui s'entremêlent, où tout est si lié, il faut de bons outils, c'est certain. Absolument. Et c'est là que notre sponsor Stylo News entre en jeu. C'est une application sur mobile et sur le web qui permet de créer ses propres bulletins d'information personnalisés.
Un peu comme des rapports de renseignement, mais pour soi-même. C'est ça. L'application synthétise des centaines de sources traditionnelles, mais aussi X, l'ancien Twitter, et l'intelligence artificielle fait le tri et vous donne une analyse rapide et personnalisée. L'idée, c'est de rester informé sans être noyé sous le flot d'informations. Voilà, exactement. Pour créer vos propres bulletins d'actualité sur mesure, quand vous le voulez, rendez-vous sur www.stylonews.com pour vous abonner. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette analyse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci à toutes et à tous. Si des sujets vous intéressent pour une prochaine fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et en attendant, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt.